Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On y va ? Ça marche. David, épisode 2. Nous parlons de guet-apens homophobes. C'est quand des agresseurs nous ciblent sur, par exemple, des sites de rencontres ou en ligne pour créer un rendez-vous où ils vont nous agresser ou nous violenter. Je dis nous parce que c'est des guet-apens homophobes. En tout cas, c'est toi et une équipe à Mediapart qui a fait une enquête sur ces guet-apens qui ciblent les hommes gays, bi ou queer, ou en tout cas les HSH, les hommes ayant du sexe avec des hommes. Exactement. Vous n'êtes pas intéressé à comment les gens s'identifient. Un guet-apens tous les 3 jours en France en 2022. Dans l'épisode précédent, on a raconté plus spécifiquement les modalités, comment ça se passe, un guet-apens, pour comprendre ce que c'est. Et deuxièmement, des conseils. Moi, perso, je continue à être sur les apps et je veux continuer à utiliser aussi cet outil pour une vie sexuelle riche, diverse et épanouie. Mais en fait, il y a plusieurs conseils concrets qu'en fait, je mettais déjà en place. Un peu comme tu le disais, il y a déjà plein de choses qui sont déjà mises en place par chacun. Mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, il faut aller écouter l'épisode 1. On va pas se redire là. Là, on va passer... j'ai eu un souci. Je me suis fait agresser. Ou bien un pote me dit que... Qu'est-ce que je peux faire ? Alors déjà, ça va dépendre de la gravité évidemment de l'agression, parce que ça change la donne si on a besoin d'aller à l'hôpital ou pas. Ouais. Parce que si on va à l'hôpital, en fait, il y a une forme de prise en charge automatique, à la fois de soins et on vous incite fortement à aller porter plainte, à aller déposer plainte. Donc, parce que généralement, en fait, ce qu'on a repéré, c'est pour ça que dans le premier épisode, je parlais du sommet de l'iceberg, en disant que ces 300 et guet-apens, ces 5 dernières années, c'était le sommet de l'iceberg. C'est parce que, en fait, les mecs qui se font agresser, mais qui s'en sortent, on va dire, sans avoir besoin d'aller à l'hôpital, souvent ne vont pas déposer plainte. Bien sûr. Et sont hors radar. Donc, en tout cas, je vais parler pour cela. La première des choses, c'est en fait, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aucune obligation d'aller déposer plainte. Il y a aucune obligation d'aller raconter ça à qui que ce soit si on se sent pas capable, si on est on n'est pas out et que on préfère vivre sa sexualité ou son identité de façon discrète. Excuse-moi, je t'interromps. Ça va être révélé? Parce que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand je vais déposer plainte, il y a le policier ou la policière en face de moi qui prend ma plainte, qui du coup saura que j'ai des rapports sexuels avec des hommes, mais sinon c'est publié ailleurs. Alors non, en fait, parfois, par exemple, nous parfois vous avez des articles qui vont sortir en racontant le guet-apens parce que oui, il y a des fuites, mais en revanche, ce qu'il y a des fuites, ça va être juste un guet-apens dans telle ville. C'est ça, mon identité. Il y aura jamais, l'identité ne sera jamais révélée. Ouais. Les détails intimes, l'adresse, d'identité, etc. Pas du tout. Je disais ça. Mais les gens au commissariat. Les gens comme ça, en fait, vous allez le parcours, on va dire, pour quand on va déposer plainte, c'est qu'on va au commissariat, donc on va à l'accueil pour dire une première fois, voilà, j'ai été victime d'une agression. Elle vous dit faut patienter 3 heures, 2 heures, et là ou moins. Et un policier vient vous chercher, là vous êtes dans un bureau, vous êtes que avec une policière ou un policier, et là vous racontez tout en détail. La personne en face de vous, elle note tout sur un PV. Que vous signez, vous avez le droit de corriger, de modifier le PV. Et surtout, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut mettre en confiance, c'est d'être accompagné par un avocat. Parce que généralement, les victimes, elles savent pas que d'emblée, elles peuvent se rendre au commissariat avec un avocat. Donc, il y a des avocats gratuits qu'on peut avoir, dont on peut avoir des conseils sur Internet, des avocats de ses proches. Et surtout, on peut contacter, mais peut-être je le dirai plus précisément après, sur les assos LGBT qui, elles, peuvent vous guider et vous aiguiller de A à Z, quoi. Ouais.
Pourquoi tu veux le dire après? Ah non, bah alors je le dis maintenant. Bah ouais. Bah non, je pense que donc du coup la plainte c'est si on veut les assos LGBT. En gros, vous avez alors je vais pas toutes les citer, mais il y a au moins SOS homophobie, Stop homophobie. Là, vous pouvez les contacter. Ils savent exactement ce qu'est un guet-apens. Ils savent l'ampleur du phénomène en France et surtout ils vont pouvoir à la fois vous conseiller une aide juridique, donc vous donner des noms d'avocats qui connaissent parfaitement, qui sont LGBT friendly, c'est important parce que parfois on a besoin de se sentir en confiance sur ce point-là, et ils vont aussi pouvoir vous aiguiller vers tel commissariat qui va avoir un référent LGBT. C'est le cas par exemple dans certains commissariats à Paris, c'est censé être le cas dans tous les commissariats bientôt, ou les gendarmeries. Et là, quelqu'un d'un peu plus formé que les autres. Ouais, et ça franchement c'est capital en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est pas du tout la même chose de se retrouver avec quelqu'un qui a les bons mots, qui vous culpabilise pas, qui sait exactement ce que veut dire gay, bi, trans, etc. Donc quelqu'un de formé. Et ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y en a pas assez. Et il y a une puissante homophobie dans la police ou dans la gendarmerie encore, hélas. Donc ça fait du bien d'avoir des gens formés en face de soi pour raconter quelque chose de violent et d'intime. Et ça, les assos, elles ont toutes l'arsenal et les ressources pour aiguiller. Après, il y a Flag, qui est une asso des forces de l'ordre LGBT, qui a mis en place une application qu'on peut télécharger. Et dessus, en fait, si jamais on est victime d'une agression ou d'un guet-apens, en fait, vous pouvez signaler l'agression de manière totalement anonyme. Et ils vont rentrer en contact avec vous si vous le voulez, et vous allez avoir tout de suite quelqu'un qui va vous appeler, enfin tout de suite dans les heures qui suivent, et qui va vous demander ce qui s'est passé et qui va vous dire est-ce que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui, et qui va vous proposer pareil une aide juridique, des conseils, des adresses pour le commissariat, l'hôpital, voilà. Et c'est important à la fois pour soi. Mais c'est vrai que si on peut le faire, c'est important aussi pour éviter en fait d'autres victimes, parce que dans beaucoup de situations de guet-apens, en fait, les victimes, elles se signalent pas, puisque elles ont parfois elles se disent bon bah voilà, je vais m'en remettre, j'ai été blessé, mais c'est pas très grave, j'ai fait opposition sur ma carte, etc. Et le problème, c'est que bah évidemment, les agresseurs vont faire d'autres victimes, et qu'en fait, au moins Flag, si on signale, ils vont faire remonter ça aux autorités, et donc du coup, il y aura une vigilance plus particulière. Par exemple, si c'est sur un lieu de crossing comme aux Tuileries, bah il y aura une attention plus particulière. Et donc c'est comme ça aussi que ça permet d'interpeller plus facilement les agresseurs, et aussi tout bêtement de pas invisibiliser ce phénomène et l'homophobie en France, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a une augmentation ou une diminution. Tous les conseils que tu donnais, votre enquête à Mediapart, ça a porté sur les guet-apens homophobes ciblant les hommes. On est d'accord que si je suis une femme trans, ou si je suis une femme, toutes les aides, excuse-moi, que tu as citées, n'importe qui peut les contacter. Ouais, n'importe qui. C'est ça que je voulais dire, quoi. Ouais. Qu'on se sente concerné. Et du coup, dans la peur de porter plainte, moi je pense que c'est pas... en fait, dans certaines villes, aller au commissariat ou dans certains quartiers, tu peux connaître les policiers, et donc tu peux être inquiet. En tout cas, il y a juste le moment où tu déposes plainte, que tu vas dans la description, et donc forcément tu vas dire que il y avait un rapport sexuel ou une envie de rapport sexuel. Et là, il y a juste ceux ou ces deux policières qui entendent. Et en effet, dans certaines villes, ça peut être compliqué parce que tu peux soit les connaître, soit avoir peur que ça parle. Et sinon, il n'y a pas un autre moment où mon histoire va être révélée sans mon... En fait, non. Alors, il y a aucun autre moment où, alors, ce serait une faute et une erreur capitale, mais franchement, ça arrive rarement qu'elle soit révélée. Après, si on n'est pas à l'aise d'aller, par exemple, dans la gendarmerie de son coin du village, parce que on sait qu'on a même peur de tomber sur quelqu'un qu'on connaît dans la salle d'attente. Déjà, il faut savoir qu'en fait, on peut porter plainte dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie. Ils n'ont pas le droit de refuser vos plaintes. Et donc, en gros, et si jamais, par exemple, on sait jamais, mais le policier ou le gendarme se permettait de vous faire des réflexions, mais, typiquement de dire, mais vous avez pas honte de prendre des risques comme ça, d'aller voir un mec comme ça, ce qui est déjà arrivé. En fait, il a aucune réflexion à vous faire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, il y a quelqu'un qui le rappelle dans le documentaire, mais c'est une faute de sa part. En fait, on n'a pas à juger. C'est un peu comme les femmes quand elles viennent porter plainte pour des faits d'agression sexuelle. Le policier qui fait ça, il n'a pas à le faire. Donc en gros, vous pouvez aussi dire bon bah moi j'arrête. Je veux parler à quelqu'un d'autre, une femme par exemple, ou je change de commissariat.
Généralement, quand il y a un référent LGBT, ça se passe pas comme ça. À Paris, par exemple, il y a des commissariats établis avec le référent LGBT. Le référent LGBT, c'est le patron. Enfin, il était anciennement patron de l'association LGBT Flag. Donc, en fait, vous pouvez pas avoir ce genre de... Comment je sais les commissariats avec un ou une référente LGBT dans mon quartier, dans mon coin? Le mieux, c'est d'appeler une asso type SOS homophobie ou Stop homophobie. Et eux, ils sauront. La liste, et après, sur leur site internet, je pense qu'ils ont pu, ou Flag, ils ont pu mettre la liste. Ok, tu mentionnais le documentaire, c'est en effet une chose que j'ai oublié de répéter pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode 1, c'est que votre enquête, c'est un documentaire visuel. Ouais. Télé, je sais pas comment on dit, en tout cas ce n'est pas un podcast. Non. Et qui est disponible sur Mediapart, je mets le lien dans le descriptif de cet épisode pour 1 euro. Ouais, exactement. Refus de plainte, impossible. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots de plus? C'est-à-dire, souvent, j'ai entendu dire que les commissariats disent c'est pas possible, revenez, ils n'ont pas le droit. Ouais, ça, ils n'ont pas le droit. Parce que, excuse-moi, je me permets de préciser ma question. Je viens de vivre une agression, je me motive à aller au commissariat. La raison pour laquelle, pour moi, c'est à mon avis important de le préciser, c'est que si je dois revenir, il y a moyen que je revienne pas, quoi. Ouais. Tu vois? Mais c'est ça, en fait, c'est que déjà, c'est un effort énorme d'aller au commissariat. C'est déjà un premier effort énorme de juste le dire à l'accueil, alors qu'il y a des gens qui attendent. Parfois, ils font plus attention maintenant. Mais donc, du coup, faut savoir que ils n'ont pas le droit de refuser. C'est une obligation. Et ce qui arrive aussi parfois, c'est qu'ils disent, je vais prendre une main courante, pas une plainte. Ils n'ont pas le droit non plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes victime d'une agression, c'est un délit ou un crime, et donc du coup, la plainte, elle est d'office. Donc vous pouvez insister. Alors évidemment, ça se passe mal, parfois on préfère fuir et partir. Mais c'est pour ça que si on peut, le mieux, c'est d'appeler avant un numéro que j'ai dit d'asso LGBT par exemple, pour un peu verrouiller tout ça, aiguiller tout ça. Et voilà. Si on le fait pas, en tout cas, il faut savoir que c'est vous la victime, et que vous n'avez pas, en fait. Faut pas oublier que le moment où on dépose plainte, ça doit pas être un moment, un mauvais moment. C'est un moment douloureux, mais ça doit pas rajouter de la peine ou de la souffrance. Donc on n'a pas à subir de réflexions homophobes ou même déplacées, et on n'a pas à vous refuser la plainte. La personne, l'agresseur, est monté jusqu'à chez moi. Je me suis débattu, il m'a juste craché dessus. Est-ce que ça, c'est une agression? Ouais. C'est à partir de quand j'ai le droit tu vois, d'aller au commissariat? En vrai, dans le droit, à partir de l'insulte, on a le droit d'aller déposer plainte. Le crachat, c'est évidemment une agression, donc on peut déposer plainte. Et après, alors après, on va jauger en fait entre est-ce que c'est douloureux pour nous, est-ce que c'est juste une agression comme quelqu'un qui vous insulte dans le métro ou dans le train parce que vous l'avez marché sur le pied, ou si c'est quelque chose que vous avez ressenti comme étant par exemple homophobe, puisque l'homophobie ça aggrave les peines. Donc c'est une circonstance aggravante. Donc en fait, si par exemple la personne elle vous dit sale pédé, qu'elle est là pour vous humilier et qu'elle part, c'est une agression homophobe. Et juste, elle m'a pas touché. J'arrive à courir et à refermer la porte. L'agresseur hurle sale pédé. Je peux aller au commissariat. Bah ouais, parce que déjà c'est potentiellement une tentative d'agression. Exact. Et donc du coup c'est des peines lourdes pour tentative d'agression, et encore plus quand c'est avec une circonstance aggravante qui est l'homophobie. Donc ça, je pense que à la fois pour vous, parce qu'il y a quelque chose de réparateur d'aller coucher ça par écrit sur un PV et d'enclencher. Alors pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour beaucoup, il y a quelque chose de salutaire dans la démarche judiciaire, et aussi encore une fois parce qu'en fait ça va peut-être permettre d'éviter d'autres victimes, que la personne elle arrive à agresser d'autres personnes. Une fois, parce que j'imagine, j'invente, mais une fois que moi j'ai pas été violenté, mais il y a quand même eu une tentative, un hurlement, etc. Peut-être que là la police peut utiliser les vidéos, puisque j'ai déposé plainte, et empêcher la prochaine victime. Ouais, exactement. Parce que sinon, on peut pas utiliser les vidéos si j'ai pas déposé plainte. Moi, je vais te donner l'exemple d'un pote, mais il y avait, il était pas sur le lieu des Tuileries de drague, mais il marchait à côté. Il a entendu des cris dans la zone de rencontre. Pour les non-parisiens. Ouais. Oui, pardon, je donne toujours cet exemple, mais. T'inquiète, non, c'est cool. Les Tuileries, c'est un parc juste à côté du Louvre, où il y a une partie c'est des grands bosquets en labyrinthe. Ouais. Où du coup
Et en fait, les hommes se rencontrent. C'est ça, et c'est un lieu, je pense, c'est le plus connu au monde, et c'est historiquement depuis des décennies, enfin même plus que des décennies, que les hommes se rencontrent là-bas, plus particulièrement le soir, la nuit tombée. Et donc du coup, ce pote en question marchait, a entendu des cris, et en fait, a eu le réflexe d'appeler la police juste sur la base de ces cris, en fait, parce qu'il s'est dit, en fait, peut-être que c'est un mec qui vient de se faire agresser, et donc il a pas voulu prendre de risque, donc d'aller sur place pour voir, voilà. Mais en fait, il y a une patrouille après de police, et faut s'imaginer, souvent on se dit ouais, mais je veux pas appeler la police parce que je sais pas ce qui s'est passé, etc. Faut s'imaginer aussi que parfois il y a une patrouille à 2 minutes, quoi, ou à 1 minute de gendarmerie, de police, et donc du coup, quand on a un doute, de toute façon, il vaut mieux, si on s'en sent capable et qu'on en sent on ressent le besoin, de le faire, parce qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. On a traité le refus de la plainte qui n'est pas possible. Dans tous les dossiers que vous avez épluchés, moi, si je vais au commissariat, je suis sous le coup de l'émotion, j'ai du mal à trouver mes mots, je suis vachement intimidé. Est-ce qu'il y a un mot que je peux retenir qui va éclairer la bonne lumière dans la tête du policier, de la policière? Tu vois, est-ce que je dis j'ai été agressé, tentative d'agression? C'est quoi le terme qui permet d'exprimer que c'est important, je veux déposer plainte pas parce que... Alors, je pense que il n'y a pas le bon mot, mais en tout cas, le mot-clé, c'est agression. Et je pense que ce qui est important, si on peut le faire, c'est homophobe. Parce que nous, ce qu'on raconte, justement, c'est que les policiers vont pas d'emblée vers l'homophobie de l'acte, et en fait ça pose problème parce que parfois ils vont se dire bon bah c'est bon, c'est juste quelqu'un qui s'est fait dépouiller, et ça, après la recherche de preuves, les actes d'enquête vont être grosso modo totalement minimisés et peu concluants, alors que si on dit agression homophobe et que c'est noté sur le PV remonte au procureur. Le procureur, il peut enregistrer ça comme étant une agression homophobe, et donc du coup, c'est plus sévèrement puni, et on va dire que l'enquête, normalement, dans un pays bien fait, est censée être beaucoup plus minutieuse. L'application Flag, qui est pas mal si on a envie d'avoir un élan collectif pour justement mieux lister, mieux dénoncer, et apparemment, en tout cas la ministre, on va en parler, la ministre à l'Assemblée nationale, la ministre en charge des luttes contre la discrimination, a parlé de l'application Flag comme une priorité pour justement lutter contre les guet-apens. Ça, je peux le faire même après. Ouais, n'importe quand, même 3 mois après. Ouais, on est d'accord. Et si on le fait un an après, c'est possible. Ouais, complètement. Ok. Donc parce que sur le coup de l'émotion, j'ai pas forcément eu le. Il y en a plein qui, en fait, une fois les esprits reposés, se disent bon bah là, je vais signaler les faits. FLAG. FLAG, ouais. Mm-hmm. Et ce qui est pas mal quand on le fait avant, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous donne des tips. Super. Si on le fait après, c'est très bien aussi pour le recensement et même pour. Je pense que quand on est victime, c'est important aussi de se dire que je suis pris en compte comme victime. Et donc, par exemple, s'il y a des guet-apens et que je suis le 301e, en fait, on préfère que ce soit inscrit quelque part plutôt de passer complètement à la trappe, pardon. Donc voilà, c'est sa petite importance. Tu mentionnais, quand on préparait cet échange, tu mentionnais le poids de la honte. Ouais, c'est quelque chose, je pense, qui est complètement imbriqué dans ce phénomène des guet-apens, et qu'on retrouve à toutes les strates. C'est-à-dire, en gros, déjà, les guet-apens, les victimes principales, même si c'est pas qu'elles, c'est souvent des homos ou des bi qui vont pas assumer leur homosexualité. Alors, quand je dis assumer, c'est pas, il y a pas de jugement de ma part, mais par exemple, ça va être soit des couples mariés, soit des gens qui ne vont pas dire qu'ils sont homo ou bi, et une des raisons pour lesquelles ils le disent pas, c'est le poids encore de l'homophobie dans la société. C'est, en gros, si je le dis, j'ai honte de l'être parce que les autres vont m'emmerder avec ça, et où je vais subir une agression. Donc, en gros, déjà, ça c'est la première strate où, en fait, ça maximise parfois le risque, parce que ces gens-là, peut-être qu'ils voudraient aller sur des applis, et puis comme on disait dans le premier épisode, demander le numéro du mec, etc. Et en fait, il y a pour certains une forme de je suis obligé de me cacher pour avoir des relations sexuelles. La deuxième chose, c'est que quand on est agressé, par exemple pendant un plan cul,
bah déjà c'est ultra violent l'agression, mais la violence elle s'ajoute dans le fait que c'est un moment ultra intime parce qu'on parle de cul, parce qu'on parle de sexualité, parce que on se dit déjà qu'on doit aller confier ça, qu'on va avoir plein de questions, de détails sur bah comment vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous avez fait, comment il vous a agressé, dans quelle tenue vestimentaire vous étiez, etc. Donc déjà ça c'est compliqué à vivre et c'est un obstacle déjà pour aller déposer plainte. Et après il y a quelque chose que je disais tout à l'heure, mais cette démarche d'aller au commissariat et il faut le dire, les policiers ou gendarmes, c'est un corps de métier qui est encore très viril, qui historiquement a été très homophobe, qui l'est encore, même s'il y a des formations qui l'est quand même de moins en moins, mais il y a encore des problèmes à ce niveau-là. Et donc du coup, dans l'inconscient général, on se dit bah non, j'ai pas envie d'aller raconter ça à quelqu'un qui potentiellement va me faire des réflexions homophobes, même si évidemment faut pas généraliser qu'il y a des très bons policiers, très bons gendarmes. Donc du coup toute cette honte là, en fait on la retrouve partout et ça ne représente que des obstacles à la fois ne pas se faire agresser et à la fois pouvoir être bien pris en charge quand on est victime. Ouais, toujours sur la honte. On est d'accord que un guet-apens, c'est pas forcément uniquement un truc très graphique comme dans les films. Dès qu'il me voit, il me tape. Par exemple, il y a quelqu'un qui rentre chez moi et c'est beaucoup plus ambigu. Il y a un petit peu de drague et là, ça devient. Après, ça se transforme en violence. Et je peux même tirer l'exemple je l'ai sucé. Et puis soudainement, ça s'arrête et ça se transforme en violence. On est d'accord que... Parce que la honte pourrait me faire dire, c'est quand même moi, enfin, je l'ai sucé. Tu sais, là, le cerveau peut se créer tout un tas de... On est d'accord que ça reste un guet-apens et ou une agression. Et du coup, tout ce qu'on s'est dit avant, là, la recherche d'aide et cette possibilité de porter plainte est la même. Complètement, parce que c'est un peu ce qu'on a découvert, nous, en travaillant dessus, c'est que il y a quand même beaucoup de guet-apens où en fait l'agresseur qui après quand il a été interpellé va dire il est pas du tout gay, il est pas du tout bi, etc. En fait il a eu des relations sexuelles, il s'est fait sucer, ils ont eu une relation encore plus suivie. Il y en a même qui se sont vus plusieurs fois et en fait c'est qu'à la deuxième fois qu'il l'a frappé et qu'il lui a volé sa carte bleue et ses effets personnels. Et donc du coup, il y a absolument pas d'agression parfaite et puis les autres en fait, on n'est pas victime. En réalité, parce qu'en fait, dans plein de dossiers, les agresseurs en réalité, ils ont des pratiques homosexuelles, ou en tout cas c'est ce qu'on appelle des HSH, et donc du coup des hommes ayant du sexe avec des hommes. Voilà, eux s'assument pas. Peut-être que ce qui explique le fait qu'ils agressent, c'est qu'en fait c'est leur propre miroir et au bout d'un moment ils ne le supportent pas. Mais bon, je suis pas psy donc je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais on le retrouve dans quand même beaucoup de dossiers et ça reste un guet-apens, ça reste une agression et de la même manière que même si un mec qu'on a vu plusieurs fois, mais ça c'est au-delà du guet-apens, mais le plan cul se passe mal et vous voulez pas avoir une relation et il se passe cette relation, vous pouvez tout à fait, et donc du coup c'est une agression sexuelle. Vous pouvez tout à fait porter plainte parce que vous l'avez pas voulu à l'instant T et que c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Si ça te va, on passe à la question de Jérémy un auditeur qui demande, y a-t-il des moyens mis en place pour lutter contre le phénomène, des moyens mis en place soit par les autorités ou par les applications de rencontres? Petite parenthèse, les auditeurs m'ont contacté de deux façons, sur Instagram où j'ai posé la question et mon Instagram est sur le site du podcast, ou sur le groupe WhatsApp. Okay. Et je me dis que je pouvais le dire et je l'ai dit. On commence par les autorités. Est-ce que tu veux en dire deux mots sur... parce qu'en fait, un des avantages de votre... je vais y arriver. De l'impact chouette de votre enquête. Est-ce que tu peux reciter tes deux coéquipiers, Pierre ? Alors, Mathieu Magnodex et Sarah Brett qui ont bossé avec moi. Bravo à vous trois. C'est que ça a quand même créé un moment médiatique et invité le gouvernement à s'atteler à la tâche. Ouais. Juste à s'atteler pour l'instant. Hein. À s'atteler, ouais. Un petit coup de com', quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que la ministre en charge des luttes contre la discrimination a dit vouloir cartographier les lieux et horaires où les agressions sont le plus souvent commises pour qu'il y ait plus de patrouilles de police. Ouais. Bon, ça, du coup, comme il y a pas mal de choses qui se passent dans les domiciles,
Ouais, non, ça c'est. Alors après, en fait, la ministre, elle a répondu sur les agressions homophobes en général, Ok. en disant qu'il fallait faire. C'est le nouveau plan en fait de lutte contre les LGBT-phobies, et donc évidemment, il y a cartographier les lieux, sensibiliser, faire plus de prévention. Former 100% des policiers et des gendarmes. Le réseau de référents LGBT dont tu as parlé, qui est en train d'être déployé depuis 2018. C'est ça. Ils mettent du temps. Ben en fait, ouais. Alors là, pour le coup, ça c'est un petit scandale parce que en fait, en 2018, ils avaient annoncé que tous les commissariats, les gendarmeries allaient être dotés de référents. C'était Marlène Schiappa à l'époque qui l'avait annoncé. Et en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est que ça n'avait pas du tout été mis en place. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une annonce, un effet de com. Ils ont fait une semaine là-dessus avec les deux ministres à l'époque, en visitant les commissariats, etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec d'autres journalistes que Il n'y avait pas un référent LGBT. en fait, il y en avait, je crois, 6 qui étaient opérants, alors qu'il en faudrait bien plus. Donc du coup, ça, à la louche, tu sais combien il y a de commissariats? alors je ne sais pas, je sais que pour que ce soit bien doté sur le territoire, il faudrait au moins 100 référents pour que ce soit bien réparti sur tout le territoire. Et enfin, donc ça, en fait, la ministre a répondu au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et donc, elle listait ça, et elle a fini par dire aussi qu'il voulait continuer le déploiement de l'application Flag. Ouais. Les autorités font quelque chose ou pas? Alors, les autorités, en fait, elles délèguent beaucoup aux assos. C'est-à-dire qu'en gros, quand le gouvernement dit, bah, ok, on va déployer Flag, moi, personnellement, je trouve ça bien parce que bon, bah, eux, ils ont créé une appli, il faut bien commencer par quelque chose. Donc ça, c'est pas mal. Et puis l'idée d'avoir une aide, mais est-ce qu'ils vont avoir les moyens suffisants? Ça, c'est autre chose. Et moi, ce que je trouve un peu problématique, c'est à la fois de déléguer autant. Et en fait, il y a un truc tout bête, mais par exemple sur le site Coco, dont on a parlé dans le premier épisode, qui vraiment réunit beaucoup d'agresseurs et donc du coup qui sont à la source de beaucoup d'agressions. Tout laisse penser qu'il faut fermer ce site ou en tout cas les obliger, les contraindre à muscler leur modération et leur façon de tracer pour pouvoir retrouver par exemple des agresseurs. Ça fait, je crois, 3 fois que le gouvernement est interpellé à l'Assemblée nationale sur cette question pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour gérer ce site-là. Ils n'ont jamais répondu. Les réponses sont hallucinantes parce que du coup, la question elle est très claire et la réponse c'est complètement en botte en touche. Donc en gros, sur la question des guet-apens, puis il y a un point que je voudrais quand même mentionner parce que moi ça m'avait un peu effrayé et puis à la fois surpris et effrayé. Si on prend le lieu encore une fois de cruising des Tuileries qui est à Paris et qui est le plus connu, nous on a eu beaucoup de témoignages et d'autres aussi de gens qui s'y rendent pour avoir un plan cul, qui sont victimes de policiers. C'est-à-dire qu'en gros ils sont harcelés parfois par des équipes de police. Alors évidemment pas tous, mais on a des témoignages de policiers qui sont en patrouille parce que c'est quand même un lieu touristique aussi autour. Qui vont soit les verbaliser pour exhibition par exemple, ce qui est quand même une façon détournée d'appliquer une discrimination homophobe, et de les harceler par exemple, de les insulter ou de les ridiculiser en leur mettant la lampe torche dessus quand ils ont un acte sexuel entre deux hommes. C'est des témoignages qu'on a eus et ça sincèrement, en 2024, c'est pas possible parce que d'une part, c'est réappliquer une phase qu'on vivait dans les années 70-80 d'avoir une police des mœurs et en fait, ça fait partie des obstacles que je décrivais tout à l'heure sur comment vous voulez pouvoir aller porter plainte et aller confier un bout de votre vie intime et une souffrance dans un commissariat si vous avez été vous-même victime de ces personnes qui vont prendre votre plainte. Il y a peut-être des gens qui sont jamais venus à Paris qui s'imaginent pas les Tuileries ou qui se disent, là ils t'écoutent et ils imaginent 2 hommes en train d'avoir un rapport sexuel au milieu de la route et tout. En vrai, moi, je suis parisien depuis 10 ans, David, et je n'ai jamais trouvé cet endroit. C'est-à-dire qu'il y a, là c'est à l'abri des regards, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Nous, par exemple, dans le documentaire, on raconte l'histoire de Fred qui a été agressé là-bas. En fait, vous avez l'arc, une sorte d'arc de triomphe en plein milieu, et vous avez des jardins où généralement les gens vont bronzer, donc c'est vraiment à la vue de tous la journée. Et il y a des bosquets, donc des énormes arbustes où en fait dedans c'est caché, vous pouvez avoir des relations sexuelles. Et le cas de Fred, c'était qu'en fait, vous avez des escaliers avec tout un dédale autour qui est pas du tout visible quand on est sur la route, quoi. Et donc, qui rend un peu le moment excitant pour certains, mais le moment le plus dangereux parce que du coup, on est vraiment, on est vraiment à l'abri des regards et donc on peut être plus facilement agressé.
Vous avez enquêté sur Coco? C'est une app elle vit où? Alors, l'adresse, elle est dans j'ai oublié le pays, mais c'est à l'étranger, évidemment. Donc, il y a absolument aucune traçabilité et identité française. Et en fait, ceux qui sont à la tête de ça ne répondent pas ni aux autorités, ni à la presse. Donc, on ne sait pas qui vraiment il y a derrière. Ok. Et ils collaborent, alors un peu maintenant, mais très peu avec la police. Parce que généralement, quand vous avez un cas d'agression et une plainte qui est déposée, en fait, par exemple, même si vous avez effacé votre compte Grindr ou que la personne, elle vous a bloqué sur Grindr, mais qu'elle vous a agressé, il y a une sollicitation qui est faite à Grindr qui peut souvent donner l'identité, l'adresse IP de la personne, et c'est comme ça qu'on peut retrouver les agresseurs. Ça arrive pas tout le temps, hélas, parce que ça dépend des téléphones qu'ils ont et tout. Mais il y a quand même, faut se dire, c'est pas parce que la personne vous a bloqué ou que. Mais sur Coco, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il y a beaucoup moins de traçabilité, qu'il y a beaucoup moins de coopération des gens derrière ce site. Ok. Le modèle économique de Coco, c'est des pubs? Ouais, je crois que c'est des pubs et c'est payant aussi quand vous voulez discuter. En gros, il y a des forums où vous pouvez discuter avec des gens. Quand vous voulez faire un one-to-one, vous voulez discuter qu'avec un seul mec, vous devez payer 1 euro ou 2, mais en fait, il y a plein d'options en plus qui vous font payer, mais de manière. Je posais la question pour essayer de comprendre quel est leur intérêt à garder un espace en ligne aussi. Les gens ils payent parce qu'en plus, comme je disais, il y a des forums pour de la vente de drogue, pour les pédographies. Donc en fait, ils payent leur anonymat et leur liberté de discussion, quoi. Tu viens de donner l'exemple grâce à une plainte. Si j'ai été agressé via Grindr, ça permet à la police de les contacter et de bouger, parce que j'ai eu plusieurs auditeurs qui m'ont remonté que Grindr ne répond absolument pas à ses usagers, ceux-là, hein. Je sais pas généraliser, mais en tout cas, et notamment un auditeur qui a témoigné sur ce podcast, qui a été cyberharcelé sur Grindr pendant des années. C'est Enor, E-N-O-R, pour les gens qui ont envie d'aller écouter. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que Grindr? Donc, on a entendu Coco, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Qu'est-ce que Grindr? Ah ouais, on les a contactés, nous, Grindr. Alors, ils nous ont fait une réponse formelle du genre nous veillons à la sécurité de nos utilisateurs et nous font le maximum, quoi. Mais non, leur attitude, elle est quand même scandaleuse parce que en fait, pour des raisons, on va dire capitalistes, c'est-à-dire en gros, ils veulent pas. C'est un business. C'est un peu comme Uber. Ils vont pas se bouger sur quand il y a des agressions tant que c'est pas médiatisé. Grindr, c'est un peu la même chose. Donc la réalité, c'est que par exemple, ils ne passent pas de message de prévention. Ils pourraient très bien, les tips qu'on a rappelé au premier épisode, ils pourraient très bien avoir un petit onglet sur Grindr pour dire attention. Et ça, ils le font pas parce que c'est anxiogène et qu'en fait, ça ferait fuir, selon eux, une partie des utilisateurs. Clients. Des clients, ouais, en fait, c'est ça, exactement. Ouais. Et la seule chose qu'ils font, et pas tout le temps, c'est de collaborer avec la justice quand ils sont sollicités. Et en vrai, ils en ont l'obligation, donc c'est aussi normal, mais ils pourraient parfois ne pas le faire parce qu'ils sont aux États-Unis. Mais en fait, côté client, ils font rien du tout. C'est-à-dire, c'était un peu comme maintenant, ils font des messages de prévention sur les IST, si je me trompe pas. Ça a été une demande des assos pendant des années de le faire. Et là, les assos LGBT, elles veulent que concrètement Grindr agisse pour essayer de limiter et de réduire les risques des guet-apens et des agressions en général. Pour l'instant, ça bouge pas. Ouais. C'est un peu le problème de laisser nos contacts, notre sexe, notre amour à des entreprises qui sont avant tout là pour gagner de la thune, quoi. Et leur premier intérêt est pas, sauf à cette publicité, c'est-à-dire si vraiment plus on en parle et plus Grindr va comprendre que ça doit répondre, quoi. C'est ça, qu'en gros ils vont perdre, ouais, c'est ça. De ne rien faire que l'inverse. Ouais, mais il faudrait qu'on crée une association à but, tu vois, à but non lucratif, du coup. Ouais, pour que aussi, du coup, le design des apps, elle soit plus là pour qu'on se connecte les uns aux autres plutôt qu'on se consomme. Et j'ai un peu l'impression que je fais un peu cette ouverture, c'est mon opinion personnelle, mais j'ai un peu l'impression que le problème il est permis, les problèmes des guet-apens, il est permis sur Grindr aussi parce que toute l'app est designée spécifiquement, tu vois, pour de la consommation. Ouais, c'est ça. Après, en fait, c'est comme un peu je pense, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire que
En fait, si vous avez, s'il y avait par exemple, c'est un peu comme Twitter, vous avez il y a des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus modérés, qui sont pas sur un modèle capitaliste et de vente, Ouais. et donc du coup là qui sont plus safe. Ouais. En fait, il faudrait une appli qui soit fabriquée de cette manière-là, d'une appli de rencontre. Ouais. Je sais pas si ça existe, mais c'est sûr qu'il y a des contradictions entre les intérêts des clients et les intérêts de la boîte qui est Grindr, quoi. C'est la fin de nos échanges. J'ai envie, je vais te demander si tu as une dernière bafouille à ajouter. Et avant que tu me donnes ta dernière bafouille, j'ai envie d'inviter les gens à trouver le courage de regarder le documentaire qui est sur le lien que je mets dans le descriptif de l'épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était dur, mais il me semble que dans le chemin d'épanouissement sexuel sur lequel je suis, ça n'est que mon opinion, il m'importe et ça m'enrichit et ça me rend plus fort de comprendre dans quel monde j'évolue, quoi, dans ce monde du sexe et de la rencontre, et aussi à certains moments me poser 2 secondes sur mes risques, ma santé. Bon, ben, soit c'est sûr, je prends un temps sur les IST, je comprends bien et je fais un choix pour la prévention, pour me protéger ma santé, IST, VIH et compagnie. Et là, je trouve que c'est un documentaire où je prends un temps pour me dire, ok, en fait, ça existe. C'est pas, mais moi, David, c'est peut-être pas bien. En plus, c'est censé être mon sujet de podcast et tout, mais moi, j'étais vraiment très loin d'avoir compris ce qui se passe, en fait. Et le fait de me poser, de comprendre, ok, ça existe vraiment, c'est pas juste 1 ou 2 cas tous les 3 ans et qu'il y a un vrai enjeu. Avec l'épisode 1 où en fait j'ai des astuces et une compréhension, moi je sais que c'était un moment difficile, mais je suis mieux sur les apps de rencontre. Je suis plus alerte et en tout cas plus j'ai des meilleurs automatismes et petit clin d'œil, je fais des meilleures rencontres. Parce que du coup, en fait, tous les petits trucs que je mets en place, ça filtre à moi les gens chouettes qui ont envie de baiser et ou de se connecter et qui n'ont pas envie de me taper, quoi. Ouais, en tout cas, pas sans mon consentement et pas dans le cadre d'une agression. Non, c'est ça. Je pense que le doc, il est dur, mais alors nous, on l'a voulu nécessaire et on l'estime nécessaire. Après, je pense que il est dur, mais moi, c'est ce que je disais en préambule, c'est en fait, il s'agit pas de dire que c'est dangereux d'aller faire des plans cul. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est en fait de le savoir. Après, on l'intègre et en fait, c'est des habitudes qu'on voit même pas au quotidien. Te dire ah tiens, là je le sens pas, bah du coup je vais pas le voir et on se dit même plus je risque quelque chose. Voilà, il y a pas cette idée d'anxiété qui va vous habiter après. Par contre, de le savoir, je pense que c'est bien. Et peut-être le dernier truc que je vais bafouiller, c'est qu'en fait, ce que raconte aussi ce documentaire, c'est à la fois, c'est à comment l'homophobie, elle est encore très présente. Et je pense que ça, on peut tous, pour éviter les guet-apens, il y a le travail des applis, il y a le travail des autorités, mais il y a aussi cette homophobie qu'il faut faire reculer. Et en fait, pour la faire reculer, les premiers concernés, c'est de ne surtout rien accepter. C'est-à-dire la petite, le sale PD qu'on entend quelque part. Évidemment, faut pas se mettre en danger, mais en fait, il y a ce qu'on montre aussi il y a les témoignages des agresseurs dans le doc qu'on voit. Ils déroulent des préjugés homophobes qui sont allés casser du PD. Qu'on entend partout en vrai, dans les cours d'école, au ministère, dans les ministères avec certains ministres, dans les stades de foot tous les jours. Et donc en gros, je pense que quand on arrivera à ne plus tolérer ça, je pense que des mots, il y aura plus des actes et du coup, il y aura beaucoup moins d'homophobie, quoi. Et j'ai envie qu'on se quitte sur le conseil que j'ai trouvé ultra simple et applicable très simplement sans du tout casser mon kiff sexuel Grindr et tout. C'est l'idée de rencontrer la personne en bas de la rue, juste à côté, en bas de chez soi, ou tu vois, tu peux juste dire à l'intersection ou que sais-je, ça dépend où t'habites, et de juste décaler, ce qui fait que je vois si elle est toute seule ou pas, je suis dans un lieu public, je peux crier s'il y a besoin, je les vois au loin aussi s'il y a un souci, et après ici, en fait, c'est une belle personne avec qui j'ai envie d'avoir un rapport, on marche 10 pas, c'est ça, et en avant Guingamp. Et on n'a pas donné le code de chez soi. On n'a pas donné le code, ouais. Et on peut monter. Et puis s'il y a des caméras, au moins il y aura une traçabilité. Ouais. Merci David. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ça va ? Nickel.
Coucou David, j'ai un auditeur qui m'a suggéré une question que j'ai quand même envie de te poser. Là, on est à quelques heures après notre entretien, notre enregistrement. Et puis si tu es à l'aise, je pourrais utiliser ta réponse en message vocal, je la rajouterai à la fin de l'épisode. La question de l'auditeur, c'est qui sont les agresseurs? Est-ce que dans l'enquête que vous avez menée, tu as identifié des profils d'agresseurs? Voilà, merci. Salut Guillaume, du coup je te fais un mémo vocal. C'est vrai que c'est une question qui a été récurrente quand on a défendu le documentaire lors de projections. Ce qu'on peut dire, c'est que le profil il est vraiment très varié. C'est vrai qu'il peut y avoir notamment des préjugés ou des idées reçues qui sont notamment reprises à l'extrême droite de penser qu'il s'agit que de jeunes de banlieue, en gros pour faire court, ce qui n'est pas du tout le cas, en tout cas parce qu'il y a les cas qu'on montre dans le documentaire et il y a tous les dossiers sur lesquels on a travaillé. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est très varié, donc ça va du jeune catholique un peu intégriste. Il y avait une affaire comme ça dans le 10e arrondissement de Paris. Il y a des légionnaires roumains. Il y a effectivement des jeunes de quartier qui peuvent aller sur Coco et vouloir casser du PD. Mais voilà, ce qu'on a constaté, c'est que les profils, ils étaient très divers. D'ailleurs, Flag intervient dans le documentaire parce que dans son appli permet de cartographier un petit peu les agressions et du coup, il constate que c'est à la fois en ruralité, à la fois dans les grandes villes, à la fois dans les banlieues, à la fois dans les villes plus petites et que du coup, ça s'étend sur tout le territoire. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que très souvent, c'est quand même des jeunes qui agressent et des hommes. En gros, il y a vraiment cette idée que, d'ailleurs, il y a des agresseurs qui parlent, des personnes qui ont été condamnées, qui racontent un petit peu dans le documentaire pourquoi elles ont fait ça. Donc il y en a une qui a vraiment fait le chemin de la rédemption et qui dit que voilà, elle dealait, elle vendait de la drogue et en plus de ça, parfois, elle allait taper des hommes dans un parc. Et un autre qui est pas vraiment dans le chemin de la rédemption et qui explique plein de clichés homophobes qui expliquent pourquoi ils s'en prenaient aux homos ou aux bi. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. N'hésite pas à me relancer si jamais tu veux plus d'explications. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.